Ce drame du côté de Nkolntang, un véhicule voulant traverser les rails ce matin s'est vu projeté par un train en provenance de Franceville. Le bilan est lourd, 7 morts. Et puis le non-respect des valeurs familiales. Le sujet était au centre de l'échange entre Ali Bongo Ondimba et les responsables des confessions religieuses. C'était ce matin du côté de la présidence de la République. Madame, Messieurs, vous êtes sur Gabon Télévision. Merci pour votre fidélité renouvelée. Bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Une édition d'information que nous débutons avec ce fait atypique, 7 morts. C'est le triste bilan qui ressort donc de ce drame survenu ce lundi matin dès 8 h du côté de Nkolntang, après qu'un véhicule de marque Toyota A26 tentait de traverser les rails. Eh bien, il s'est vu projeté par un train en provenance de Franceville. Le bilan est lourd, nous vous l'avons dit, 7 morts. Le reportage de Cabrel Guilain-Lemami, les images de Richard Moubiwa. C'est aux environs de 8 h du matin que ce drame s'est produit à Nkolntang, à 27 km de Libreville. Une collision intervenue entre un train en provenance de Franceville et un véhicule personnel de marque A26 avec à son bord 7 personnes qui malheureusement ont tous péri tellement le choc était violent. C'est un père de famille, propriétaire du véhicule, surveillant au lycée de Ntoum et ses 4 enfants, dont 2 élèves du lycée et 2 autres de l'école primaire de Ntoum qui ont succombé ce jour avec 2 enfants de leurs voisins. Les populations de Nkolntang, attristées et consternées, sont encore sous le choc. Nous ne maîtrisons pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'est le véhicule-là que nous constatons, c'est tout. En fait, ce qui s'est passé, quand même, c'est assez curieux. Bon, on se pose des questions parce que c'est un monsieur que moi je connais bien, c'est le directeur de l'école, il a servi à Aimé, pour l'instant il est au niveau de Ntoum. Tous les matins, il a l'habitude de transporter ses enfants et les déposer à l'école, donc en Ntoum. Et c'est ce qu'il fait régulièrement tout le matin. Aujourd'hui, c'est quand même curieux. À 7 h du matin, c'est vrai que c'est curieux qu'il n'a pas pu avoir le réflexe de regarder de gauche ou à droite, de voir l'arrivée du train. Et c'est ce qui est vrai aussi, que le train klaxonne à plus de 500 mètres d'ici. Il klaxonne pour annoncer son passage. Ce qui est vrai, est-ce qu'il avait les vitres montées ou il avait peut-être le volume de la radio de son véhicule avec les vitres montées? Il n'a pas pu comprendre le bruit du train. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Sitôt informé de cette nouvelle triste, dans les premières heures, le ministre en charge de l'Éducation nationale s'est rendu en Ntoum, précisément au lycée, pour rencontrer le responsable de cet établissement afin de s'enquérir de la situation et d'apporter son soutien moral aux enseignants, mais surtout aux élèves touchés par la disparition de leur condisciple de classe qu'ils croyaient revoir à la première heure en salle comme d'habitude. Ça me touche, je suis choqué. J'ai perdu des condisciples de classe qui allaient passer l'examen. Tout comme nous aujourd'hui ne sommes plus avec nous pour passer cet examen. Ça me touche profondément. Je me sens mal, c'est parce que d'abord, je les connaissais, puis bon, on se parlait, bonjour, bonjour, mais quand j'ai appris cette nouvelle ce matin, ça m'a choqué. Un énième drame à Nkolntang qui a suscité la réaction des populations. Que ce que l'État devait faire, c'est peut-être de mettre les feux de signalisation, c'est-à-dire que les feux de signalisation qui peuvent, à près de 500 mètres ou à 1 kilomètre d'ici, dès qu'il y a un train qui s'approche, et déjà, automatiquement, le feu est au rouge et empêche les véhicules de pouvoir traverser. Si seulement il manque des moyens pour moi mettre un système de barrière électronique qui peut, au moment où le train avance sur une distance raisonnable, et qu'il y a une barrière électronique qui peut s'ouvrir et se refermer après le passage du train, au moins c'est bon. Vu l'état du chemin de fer dans cette zone qui manque d'entretien aux abords et de signalisation, il serait nécessaire de jeter un regard sur cet épineux problème que vivent les habitants de Nkolntang depuis plusieurs années déjà. Voilà donc les plus hautes autorités concernées et sensibilisées, en la personne bien sûr du ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement interpellé encore une fois sur les mesures sécuritaires à prendre aux abords, aux alentours en tout cas, des différents quartiers de la capitale et d'ailleurs. Pour sa part, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce matin les responsables des confessions religieuses. Au menu de l'échange, le non-respect des valeurs familiales par certains compatriotes. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Préoccupés par le comportement déviant de certains compatriotes dans le non-respect des valeurs sociales et familiales, les responsables de confessions religieuses ont tenu à échanger avec le président de la République, chef de l'État, sur cette question qui alimente les débats dans la société gabonaise. Notre mission est de faire en sorte que ces valeurs-là se maintiennent dans notre société. Une société qui perd ses valeurs, c'est une société qui se dégrade.
c'est une société qui ne peut pas se développer comme il faut. Nous avons besoin des valeurs, c'est le socle sur lequel se construit une famille, se construit une société, se construit une vie. Si nos enfants n'ont plus de valeurs de justice, de vérité, valeurs de fraternité, de la famille, le sang de la famille, eh bien, qu'est-ce que nous devenons? Pour les responsables des confessions religieuses, la famille est une communauté stable basée sur l'amour d'un homme et d'une femme. Le but ici est d'avoir des enfants pour continuer à perpétuer la race humaine. Bon, ce que nous dénonçons, vous savez, la situation actuelle par rapport au mariage gay, nous disons de manière claire et nette que nous sommes contre ce mariage, que nous ne l'acceptons pas, nous ne le promouvons pas, parce que notre société elle-même n'est pas une société qui peut accepter de telles dérives. Nous avons besoin d'un socle solide. Or, le socle qu'on nous met maintenant, c'est un socle qui met la famille en difficulté, en crise. Et nous ne sommes pas pour que la famille soit en crise, sinon c'est toute la société qui est en crise. Soutenus par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les responsables des confessions religieuses ont promis poursuivre leur mission, celle d'éduquer la population. Voilà les valeurs familiales mises en péril par certains faits et gestes qui gangrènent notre société en ce moment. Eh bien, les responsables des confessions religieuses s'érigent et disent non. Pour sa part, le Premier ministre chef du gouvernement, il était ce week-end du côté d'OIM, le professeur Daniel Onaondo, est donc allé accomplir son devoir civique dans le cadre du renouvellement du conseil départemental du Haut-Le, avant bien sûr de rencontrer les populations après sa nomination à la primature. Le compte-rendu de la presse primature, David Essoumeya, Olivier Antonio et Patrick Desmadiou. À l'aéroport Ewormukok d'Oyem, le professeur Daniel Onaondo, fraîchement nommé à la prestigieuse fonction de Premier ministre chef du gouvernement, en compagnie des membres de son équipe gouvernementale originaire de la province, a reçu pour sa première sortie officielle tous les honneurs dus à son rang. La mobilisation était de taille, autorités administratives locales, notabilité auxiliaire du commandement, parlementaires, population, cadres, jeunes, militants, groupes socioculturels du PDG et folkloriques du terroir, et autres communautés étrangères venues de tous les coins et recoins ont tenu à congratuler cet illustre fils du septentrion et du Gabon. À la place du défilé, point de la rencontre, la mobilisation était également de mise au cycle des interventions, d'abord celle du maire sortant d'Oyem qui a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour cette confiance renouvelée à la province du Wollentem. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ce que nous retenons sur le choix porté sur votre personne et conformément aux orientations du président de la République sur l'unité, la paix et la solidarité, c'est de rassembler, unifier et concentrer votre énergie à fédérer les Oyémoises et les Oyémois, les Wollentemois et l'ensemble des forces vives de la nation pour combattre nos ennemis communs qui sont la pauvreté, le sous-développement, la précarité, la vie chère et œuvrer pour une meilleure éducation pour nos enfants et des soins de qualité pour tous. Au nom des populations, le doyen et sage François Ouonongema a lancé un appel à l'unité des filles et fils du Wollentem afin de soutenir le Premier ministre dans la mise en œuvre de la politique de développement inspirée par le président de la République. On propulse un des nôtres, nous sommes les premiers à le saboter. Je requiert donc de nous tous l'unité totale, entière, la solidarité. Levons-nous tous debout comme un seul homme derrière Ali Bongo Ondimba en soutenant l'action du professeur Daniel Onaondo. Comme il est de tradition dans la société africaine, le Premier ministre Onaondo a reçu la bénédiction, l'onction des ancêtres par l'entremise du doyen François Ouonongema afin d'accomplir avec dextérité et efficience cette mission qui lui a été confiée.
Et puis s'adressant à son tour aux populations venues nombreuses, eh bien, le Premier ministre, chef du gouvernement, a véhiculé également le message de l'unité et également de solidarité de toutes les forces vives de la province du Haut-Lenthem et partant du Gabon tout entier. Unité et solidarité, gage du développement de notre pays. On retrouve nos confrères de la presse de la primature par la voix d'Alex Léobilendinji. La place de l'indépendance d'OIM confirmant son appellation, c'est en toute indépendance que massivement et dans l'allégresse, les politiques de tous bords et les populations du Haut-Lenthem sont venus entendre le message d'unité et de rassemblement du Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onondo. J'avoue que je suis au PDG, je n'en ai pas honte. J'aime le PDG comme on aime le chien avec ses puces. Nous avons besoin d'unité. J'ai aimé le slogan de nos frères de l'opposition, OIM pour tous. Bien, mais quand ils gagnent, ils sont seuls. Alors je dis, mais nous sommes des gens de OIM. Donc il faut qu'on travaille ensemble. OIM pour tous. Je dis bien, Haut-Lenthem pour tous. Message d'unité du professeur Daniel Onondo, message globalisant finalement et intégrant les préoccupations bien nationales. Le président de la République a tracé le cap. Il a tracé le cap. Il a fait un important discours. Il a fustigé la pauvreté. Il m'a dit, je ne vous donne pas d'état de grâce. Mettez-vous à pied d'œuvre pour lutter contre la pauvreté. Donc ce cap est tracé. Le chef d'État, comme le Premier ministre travaille seul, il a mis à ma disposition des hommes dans son nouveau gouvernement. Il convient de noter dans la foulée cet appel solennel à la raison qu'il a voulu lancer en toute communion, en toute fraternité. Les 5 doigts sont forts, mais un doigt n'est pas fort. Pour la première fois, le président de la République, chef d'État, a mis 4 ministres au Haut-Lenthem, avec des portefeuilles importants. En plus de ça, il y a un premier ministre, Aboué Haut-Lenthem, Miabrayi Zé. Aboué Haut-Lenthem, Miabrayi Zé. Résolument décidé à mener à bien sa mission, le chef du gouvernement, dans un élan de conviction et de gratitude, ne s'est pas du tout éloigné de cette pensée politique fondamentale. Le président de la République m'a choisi. Et c'est pour sa seule et libre volonté. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, lui dire un grand merci. Dire un merci au chef d'État pour la confiance qu'il a placée en moi. Je ferai naturellement de mon mieux pour mériter cette confiance. Je ferai tout ce qui est de mon possible pour ne pas la trahir et pour mieux servir le peuple gabonais. OIM, 1er février 2014, succès incontestable pour cette première sortie du chef du gouvernement au septentrion. Et on reste à OIM justement où l'on a voté ce week-end le bureau du conseil départemental du Wole. Et c'est le docteur Minko Mondo qui a donc été porté à la tête de cette entité pour 5 années. Le scrutin supervisé donc par le préfet du département du Wole a également vu bien sûr la participation du Premier ministre, le professeur Daniel Onondo, qui n'a pas manqué d'accomplir son devoir civique en qualité de conseiller départemental du Wole. Le compte rendu avec nos confrères de la presse primature. Avant de se rendre aux urnes pour le renouvellement du bureau du conseil départemental du Wole, le doyen et membre du bureau politique du PDG, le professeur Daniel Onondo, face aux enjeux du scrutin, a d'abord dopé le moral et passé la dernière consigne aux différents conseillers de son parti. Au siège du conseil départemental du Wole, le vote a été supervisé par le préfet qui a invité les candidats à plus de patriotisme pour le triomphe de notre processus démocratique. Et j'exhorte aussi à l'ensemble des conseillers de travailler la main dans la main, parce que vous êtes sans ignorer que vous êtes autant que vous êtes les ambassadeurs de vos populations. Étant les ambassadeurs de vos populations, vous devrez jouer à l'unisson. Sur la ligne de départ pour la présidence du conseil, 2 candidats, celui du PDG et l'indépendant. À l'issue de ce scrutin bulletin secret, c'est le docteur Minko Mondo, joker du PDG, qui va désormais présider au destiné de cette entité pour les 5 années à venir. Il a obtenu 25 voix contre 9 voix pour son challenger, le général Simon-Pierre Mengmatom. Le tout nouveau président du conseil départemental du Wole décline ses priorités. Vous verrez tout le département du Wole, c'est le canton qui est du côté de la route sinistré. Donc ça, c'est la priorité des priorités.
on peut parler de tout ce qu'on veut. Si le problème de la route n'est pas réglé au niveau du canton Nié, on risque d'être à côté de l'émergence. Il y a des problèmes qui se posent partout, au niveau de tous les cantons. Donc on les verra les uns après les autres, et cantons, en comparant l'existant au niveau des cantons. C'est par rapport à cet existant qu'on pourra définir ce qu'il faut faire. Le docteur Mikomondo, qui sera secondé par 4 vice-présidents, succède au docteur Daniel Ndoumobam et devient ainsi le 9e président du conseil départemental du Wolé depuis 1960. Et puis dans l'actualité également, cette rencontre politique de l'UJPDG, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, c'était hier au siège du parti. C'était le moment choisi notamment par le délégué national Vivien Péa d'appeler la jeunesse militante à s'impliquer davantage dans la dépravation, la lutte bien sûr contre la dépravation des mœurs, et décréter également le chômage comme ennemi numéro 1 des jeunes. Le reportage de Jean-Augustin Zengué, les images de Félix Moulibangoli. 2 phases essentielles ont ponctué cette cérémonie de rentrée politique de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Le bilan de l'année écoulée et les grands axes du programme d'action de l'année 2014. Nous devons surtout nous réjouir d'avoir introduit dans l'agenda politique national le grand rendez-vous politique que nous appelons les universités d'été. Dans le cadre des opérations d'enrôlement, les jeunes pédégistes ont pleinement joué leur partition, à en croire le nombre particulièrement élevé des jeunes enrôlés. Le clou de ces activités demeure au cœur de notre engagement politique, c'est-à-dire la participation remarquée des jeunes au scrutin local. Occasion pour le délégué national de l'UJPDG d'évoquer les 3 fléaux qui fragilisent la jeunesse gabonaise, laquelle jeunesse aura un rôle déterminant à jouer dans le nouveau pacte social proposé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président du parti. 3 fléaux qui constitueront les 3 axes d'intervention sur lesquels l'UJPDG devra se déployer pour l'année 2014 jusqu'en 2016. Il s'agit de la drogue. La drogue, l'alcoolisme et la prostitution. Voici 3 fléaux qui aujourd'hui sont à l'origine de cette dépravation des mœurs que chacun de nous dénonce au quotidien. Et la question que nous devons nous poser est celle de savoir comment faire pour lutter contre ces 3 phénomènes. Déjà, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, pour lancer ses activités, se propose de mettre en place un arbre à palabre, une rencontre des jeunes sans distinction d'appartenance politique, au cours de laquelle certains mots qui minent cette frange de la population seront largement débattus. Et puis le CHU d'Angondje abrite, lui, donc les premières journées de chirurgie urologique. Et pendant quelques jours, donc, les médecins gabonais vont bénéficier notamment de l'expertise de leurs confrères venus de l'Hexagone. Et cela en procédant à des interventions chirurgicales sur nos compatriotes confrontés aux pathologies liées donc à cette spécialité, comme nous le rapporte ici Marie-Josée Ndombi. Les médecins urologues gabonais à l'école d'une technique en rapport avec leur spécialité, dont les premières journées se déroulent au centre hospitalier universitaire d'Angondje. Cette rencontre scientifique va permettre aux intéressés un renforcement notable de leurs capacités. Mais également d'optimiser les compétences et qualifications de nos collaborateurs chirurgiens et urologues. Le centre hospitalier universitaire d'Angondje se réjouit de ce double intérêt pour nos missions, qui cadre parfaitement avec les ambitions et les objectifs de notre structure, à savoir offrir des soins de qualité, promouvoir la mise en œuvre de nouvelles technologies dans le domaine médical, assurer l'enseignement, la formation et la recherche. Le ministre de la Santé se réjouit de l'initiative du collectif des urologues du Gabon, dirigé par le docteur Jean Massandé Mouyendi, par ailleurs chef des services d'urologie au CHU de Libreville. Nos médecins urologues gabonais vont pendant quelques jours bénéficier de l'expertise et de l'expérience de leurs collègues français en endo-urologie. Cette technique chirurgicale de pointe qui permet d'opérer des patients atteints de pathologies urologiques par les voies naturelles réduira de façon
significatives les complications post-opératoires et la durée du séjour hospitalier de ces patients. Le ministre de la Santé a encouragé les professionnels concernés par l'endo-urologie à s'approprier les techniques de cette spécialité chirurgicale. Et puis la santé encore avec la célébration demain donc de la journée mondiale contre le cancer. Au Gabon, l'événement est marqué entre autres par l'allocution du ministre de la Santé, professeur Fidèle Mengue Mengwang. D'ailleurs, nous vous proposons un petit extrait de cette allocution, propos recueillis par Fortune Ndjiba. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre le 4 février de chaque année la journée mondiale contre le cancer. Cette journée souligne année après année l'inquiétante progression de cette maladie à travers le monde. L'OMS estime que le cancer aura fait 84 millions de morts dans le monde entre 2005 et 2015 si des mesures efficaces ne sont pas prises. Dans les pays à faible et moyen revenu, plus d'1 million de décès sont imputables au cancer chaque année. Notre pays, le Gabon, n'échappe malheureusement pas à cette triste réalité. De par ses taux élevés de morbidité et de mortalité, le cancer est sans aucun doute un problème de santé publique majeur. Les hommes autant que les femmes, les adultes et même les enfants sont touchés ou peuvent être atteints de cancer. Fidèle Mengue Mengwang, donc ministre de la Santé, vous retrouvez donc cette allocution dans son intégralité à la fin de cette édition d'information. Dans le cadre, est-il besoin de le rappeler, de la journée mondiale de la lutte contre le cancer? C'est demain. Et puis le ministre de la Santé, le même, était d'ailleurs ce matin à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise. Le professeur Fidèle Mengue Mengwang est donc allé réceptionner un don de matériel biomédical, un don de l'ambassade de Chine au Gabon. Le reportage de Jacques Fourier-Mangumba et de Fortune Ndjiba. Quelques jours seulement après sa prise de fonction, le numéro 1 de la santé est déjà à pied d'œuvre. Fidèle Mengue Mengwang réceptionne ici, des mains de l'ambassadeur chinois Ji Wen-sun, un don de son gouvernement que le ministre de la Santé remettra par la suite au directeur général de l'hôpital de la coopération sino-gabonaise. Don essentiellement composé de matériel biomédical et de médicaments. Un geste qui vient là renforcer davantage les relations entre les deux pays dans le secteur de la santé. Depuis plus de 30 ans, la Chine renvoie régulièrement des médecins chinois venir travailler au Gabon et les deux gouvernements ont collaboré pour mettre sur pied 2 hôpitaux de coopération sino-gabonaise, l'un à l'autre à Francville. Quant aux médecins chinois, ils défient les difficultés et travaillent avec endurance pour servir les patients gabonais. Cette offre de médicaments témoigne une fois de plus les sentiments d'amitié que nourrissent le peuple chinois à l'égard du peuple gabonais. Ce don, qui n'est que le prolongement de cette coopération, réjouit le ministre de la Santé. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'action que le chef de l'État et la Première Dame entendent mener pour les populations de notre pays au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. C'est pour cela que je suis particulièrement heureux, Excellence, du don que vous nous faites ce matin. Ce don n'est que le prolongement d'une coopération qui date. Je pense que la médecine chinoise est aujourd'hui de plus en plus appréciée dans notre pays comme dans le monde entier. Les deux personnalités vont également parapher les documents qui marquent d'une empreinte indélébile cette cérémonie avant d'effectuer la visite guidée des différents services pour se rendre compte du fonctionnement de cette structure sanitaire. Et puisqu'on parle santé, notez encore que le ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique communique que 3 concours
interne et externe des secteurs sanitaires et social d'entrée à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale sont donc ouverts pour les catégories B, hiérarchie B1, et A, hiérarchie A2 et A1. Ces concours se dérouleront au centre unique de Libreville le 1er mars 2014 à l'INFAS, bien sûr, à partir de 7h30. Les personnes intéressées donc par ces concours devront impérativement faire parvenir leur dossier de candidature à la direction générale de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale au plus tard le 17 février 2014, date limite de dépôt des dossiers. La suite de cette édition d'information avec la réunion, cette fois-ci, de prise de contact, et c'était ce matin entre le ministre Alexandre Désiré Tapoyo et les personnels de la Direction générale des droits humains. L'objectif était celui de permettre à tous de s'approprier son articulation et surtout sa mise en œuvre. Blandine Djewel Adamvé, les images sont d'Yvette Okosa. Ambiance conviviale, celle qui a prévalu entre le ministre Alexandre Désiré Tapoyo et les personnels de la Direction générale des droits humains, un pan de son département ministériel qui ne lui est pas inconnu. Il s'est agi au cours de cette rencontre pour Alexandre Désiré Tapoyo de livrer la dimension du ministère des droits humains, de l'égalité des chances chargé des Gabonais de l'étranger, afin d'amener les sceptiques à s'approprier le contenu des arcanes qui la composent. Vous savez, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple s'abandonne au désordre. Car celui qui fait la sourde oreille au cri des pauvres, aux appels des démunis et des éprouvés, n'obtiendra pas de réponse quand il appellera lui-même au secours. L'égalité des chances commence pour chaque être, chaque Gabonais, dès sa conception, dans le sein de sa mère. C'est une matière transversale qui nécessite l'implication sans exclusive de tout le monde pour la justice sociale. Quant au ministère des Gabonais de l'étranger, c'est une réponse de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, à une requête formulée par la communauté gabonaise de la diaspora lors de son voyage officiel en France en novembre 2009. De l'égalité des chances du ministère des Gabonais de l'étranger. Entre exhortation et conseil, l'ambiance était de devoir. Et puis dans l'actualité encore, cette passation de charge, c'était ce matin au ministère de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles. Nelson Messon et son délégué Philippe Mvé Nkore ont donc officiellement pris leurs fonctions auprès du ministre sortant, Gabriel Tchango, le compte-rendu de Philika Biongo Kombila et de Richard Evindi. Cette passation de charge entre Gabriel Tchango, ministre sortant des Eaux et Forêts, et Nelson Messon, nouveau ministre de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles, intervient une semaine après la nomination du nouveau gouvernement axé sur le social du professeur Daniel Onaondo. Après 2 ans passés au ministère des Eaux et Forêts, Gabriel Tchango, qui possède désormais le portefeuille du ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du développement des services, dresse le bilan de ces années. Me voilà au terme de ma mission. Nous avons travaillé d'arrache-pied et nous avons réalisé un certain nombre de projets que nous avons, je veux dire, fait aboutir. Certains étaient dans les placards. Je prendrai simplement le cas d'un seul projet. Le cas du projet sur les forêts communautaires, qui est quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, qui applique comment? Nelson Messon, qui occupait le poste d'ancien ambassadeur du Gabon depuis 2010 auprès des États de Benelux et de l'Union européenne, par ailleurs vice-ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2009,
et son délégué, Louis-Philippe Mvenkoge, ex-directeur des engagements de la Banque gabonaise de développement, mesurent tous deux la mission qui est la leur. Je suis profondément honoré et reconnaissant pour cette confiance qui a été placée sur ma modeste personne par les deux plus hautes personnalités d'autorité de la République. Nous aurons donc la lourde responsabilité de poursuivre la mise en œuvre des grands chantiers, des grands axes du Gabon vert. Et dans cette mission, nous allons donc consolider les actions déjà amorcées par mon prédécesseur, le ministre Gabriel Ntchango, et impulser leur poursuite dans le sens des orientations que le président de la République et le Premier ministre viennent de nous donner. Nous allons donc accorder, comme le souhaite le chef de l'État, une priorité au volet social de l'action gouvernementale et à la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Le flambeau désormais passé, l'équipe est très attendue au pied du mur, car c'est à cet endroit que l'on juge le maçon. Et puis, suite au recensement des populations de la section routière PK5-PK12 effectué par le ministère de la Promotion des Investissements et des Travaux Publics, eh bien, la phase d'indemnisation a démarré ce jour à la direction des bâtiments et équipements collectifs. Le récit est de Marie-Jo Moussavou-Ndiégou, Michel John Boudégan de notre rédaction. Dans le cadre du projet d'élargissement de la route nationale, le ministère de la Promotion des Investissements, des Travaux Publics, des Transports, de l'Habitat, du Tourisme chargé de l'aménagement du territoire vient de passer à l'avant-dernière étape de la procédure engagée pour l'indemnisation des populations de la section routière PK5-PK12. Ce matin, nous procédons donc à l'avant-dernière étape qui consiste à distribuer les chèques et les ordres de virement aux ayants droit sur le projet de délocalisation des personnes qui sont dans l'emprise du projet du PK5 au PK12. Normalement, les ayants droit doivent être uniquement les propriétaires, ça veut dire ceux qui ont les titres de propriété, mais le gouvernement a bien voulu que tous les Gabonais soient pris en compte. C'est pour ça que même les gens qui étaient illégalement établis sur l'emprise des travaux sont quand même pris en compte. Et il y a eu Mercurial qui a été donc établi à cet effet. Les montants sont variables en fonction des standings des différents investissements. En tout cas, ça va des plus petits latrines qui peuvent être évalués autour de 200 000 francs jusqu'à des investissements beaucoup plus importants qui vont jusqu'à des centaines de millions. Si cette phase d'indemnisation est une étape capitale pour ces populations, elle pourrait susciter quelques difficultés. On va aller construire où? J'ai combien d'enfants? 14 gosses, 50 petits-fils vivants, 7 arrières. Mon mari handicapé, ma mère handicapée. On n'a pas le terrain. On nous donne le délai de 1 mois. Quel jour que vous avez vu tout le Gabon qui a construit la maison pendant 1 mois? Le terrain coûte ici, maintenant ça coûte plus de 6 millions. Tu n'as pas 6 millions, tu peux pas payer le terrain. On va te donner au moins combien? 25 millions. Après on te dit, bon vas-y, tu dépenses 10 000 francs, c'est fini, c'est parti. Tu as les enfants à l'école, tu as les petits-fils. Et on fait comment? Il reste aux autorités d'examiner minutieusement ces réalités auxquelles pourraient faire face ces familles. Et puis un invité pour la suite de cette édition d'information, il s'agit de M. Manika Didier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le chef de service de communication et relations publiques à la CNAMGS et puis vous venez justement pour une communication portant sur la poursuite de l'immatriculation des salaires et des retraites donc du secteur privé et parapublic. Nous vous écoutons. Alors du 1er mars 2013 au 15 janvier 2014, la CNAMGS a déployé sur l'ensemble du territoire national des équipes mobiles et fixes pour l'immatriculation du secteur privé et parapublic ainsi que de la main-d'œuvre non permanente de l'État. Au terme de cette opération, plusieurs entreprises ou personnes concernées ne sont pas fait immatriculer. En vue de la prise en charge imminente du secteur privé et parapublic, la CNAMGS informe le public qu'une nouvelle phase d'immatriculation massive des salariés et retraités du secteur privé et parapublic ainsi que la main-d'œuvre non permanente de l'État
s'effectuera du 1er au 28 février 2014 environ. À cet effet, des équipes mobiles sillonneront donc les entreprises privées et les structures parapubliques non encore immatriculées et ayant plus de 30 employés. Pour les entités ayant moins de 30 salariés, ainsi que pour les retraités et retardataires des entreprises déjà immatriculées, des équipes leur sont dédiées sur les sites suivants. Délégation provinciale CNAMGS à Libreville et à l'intérieur du pays, le centre de paiement par chèque de la CNSS à Glace, les mairies du 1er et du 5e arrondissement de Libreville. Les responsables des ressources humaines ou du personnel des entreprises subvisées sont invités donc à prendre rendez-vous auprès des services en charge de l'immatriculation en envoyant un email à l'adresse suivante drcinfoline@cnamgs.ga ou en appelant au 88 89 le centre d'appel téléphonique de la CNAMGS. À la fin de cette nouvelle phase d'immatriculation, toute immatriculation se fera uniquement dans les 9 délégations provinciales CNAMGS. Par ailleurs, nous informons les salariés du secteur privé et parapublic ainsi que les retraités que les cartes d'assurés des personnes déjà immatriculées et détenteurs d'un reçu d'immatriculation fera l'objet d'un communiqué à l'issue du processus de transfert des compétences de la CNSS à la CNAMGS. L'appropriation individuelle et collective de ce programme honorera le service public auquel la CNAMGS s'emploie avec dévouement. Je vous remercie. C'est signé du directeur général de la CNAMGS, au professeur Michel Boussou. Voilà, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Manika Didier. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes chef de service communication et relations publiques à la CNAMGS. Ce communiqué pour la suite, Madame Brigitte Ba-Anguillet, ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, convie les représentants syndicaux des anciens agents des hôpitaux de la CNSS, Hippocrate, SAP CNSS, et SA Centrale, CSTG, Cipro H CNSS à une importante réunion qu'elle présidera demain, mardi 4 février 2014 à 17h. Et ce sera dans la salle de réunion du ministère 6, derrière l'immeuble Air France. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, eh bien, la présence de tous est de rigueur. On parle de cette messe d'action de grâce organisée donc à l'église Saint-Michel de Libreville en faveur des retraités des forces de police nationale. Cette messe a donc été officiée par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Véhengon. Elle a donc été l'occasion également d'appeler les retraités à une marche continuelle avec le Seigneur. Le compte-rendu de Charline Ourapira et Victor Mounouga. Au total, 103 officiers de force de police nationale, tout grade confondus, à être admis à faire valoir leur droit à la retraite après avoir loyalement servi le drapeau. Une messe d'action de grâce a été donc célébrée en leur honneur à l'église Saint-Michel de Libreville afin de sanctifier ce départ qui n'est en réalité que le début d'une autre vision de la vie, a dit l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Véhengon. Cette messe d'action de grâce, la deuxième du genre au sein des forces de police, était rehaussée par le commandant en chef des forces de police nationale, le général Léon Mistoul, et son co-chef, les commandants en chef de la gendarmerie nationale et de la sécurité pénitentiaire et d'autres invités de marque. Occasion choisie pour l'archevêque de Libreville de faire passer un message aux retraités de la police. Celui de demeurer toujours dans la marche avec le Seigneur, mais également de garder en eux les valeurs de vertu et de travail qui sont aujourd'hui le symbole de la reconnaissance de leur carrière professionnelle. Une reconnaissance qui s'est matérialisée à l'esplanade de l'École nationale de police par la remise des médailles de travail, d'abord aux 3 généraux retraités de cette promotion par le commandant en chef de la police nationale et d'autres ayants droit. Général Mboyi, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne la médaille de reconnaissance des forces de police nationales et je vous en félicite tout en vous souhaitant une bonne retraite. Une cérémonie qui ne laisse pas indifférents les retraités, désormais satisfaits de ce nouveau départ qui leur offriront d'autres opportunités. Le cérémonial empreinte d'émotion s'est achevé par le sentiment de devoir accompli au service de l'État pendant plus de 25 ans.
Et puis le responsable de la communauté et missionnaire Saint-Rita, Monseigneur Charles-Marie Inyanga, a donc divisé avec l'ensemble des membres de sa congrégation, ainsi qu'avec les responsables des élèves des établissements Delta et ceux du complexe scolaire Sainte-Rita. Des nouvelles orientations ont donc été données lors de cette cérémonie, comme nous le rapporte dans cet élément Ahmed Mouyaka sur des images de Louis Bestar Lenyongo. La rencontre a été une occasion importante pour Monseigneur Charles-Marie Inyanga, le premier responsable de la communauté missionnaire de la Sainte Famille de la Providence, par ailleurs fondateur des établissements Delta et le complexe scolaire Sainte-Rita. Au-delà de la présentation des vœux de Nouvel An, il a été surtout question de faire un état des lieux du fonctionnement des établissements scolaires d'une part et des activités paroissiales d'autre part. Nous mesurons à sa juste valeur ce que vous faites au quotidien pour la nation gabonaise, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé physique et spirituelle de ces populations. Nous savons et reconnaissons les efforts inlassables et le sacrifice que vous faites pour l'épanouissement du clergé, afin qu'il mène à bien la mission qui est la sienne, c'est-à-dire le soin des âmes que le Seigneur lui a confiées. Tout en appelant les uns et les autres à travailler davantage et avec efficacité pour l'épanouissement de la communauté. Monseigneur Charles-Marie Inyanga, en bon berger et en bon pédagogue, a également invité les responsables religieux au respect des franchises ecclésiastiques. L'humilité, l'obéissance, le dévouement et la conviction doivent guider l'ensemble des membres de cette communauté. Si j'ai placé certains d'entre vous, missionnaires, civils, à la tête de beaucoup de communautés religieuses et éducatives, c'est pour que vous tous, chacun à son niveau, nous participons à l'évolution de chaque activité. Nous devons tous être responsables de l'échec ou de la réussite de nos entreprises, missions religieuses, établissements scolaires. Que cette année 2014 soit pour nous tous, religieux, chrétiens, enseignants, élèves, chacun dans sa vie a besoin de l'évolution, quel que soit son niveau. En organisant cette cérémonie, Monseigneur Charles-Marie Inyanga avait à cœur de fixer un nouveau cap pour cette nouvelle année. Responsables religieux, chrétiens, enseignants et élèves sont désormais face à leurs responsabilités. Et puis notez également que suite au décès de maître Pierre-Isaac Barbera, conseiller du garde des Sceaux et ancien président du SINAGREF, eh bien la présidente du bureau provincial de l'estuaire du SINAGREF convie tous les greffiers présents à Libreville à une assemblée générale qui se tiendra au palais de justice de la dite ville demain, mardi 4 février 2014, lorsqu'il sera 14 h précisément. Du sport pour la fin de cette édition d'information, on parle du championnat provincial de l'estuaire. Eh bien, la salle de boxe de Libreville a abrité le rendez-vous qui prépare un autre rendez-vous, celui de Mula, prévu du 17 au 23 février prochain. Le compte-rendu de Raïssa Laure Medza et Francis Ngomo du service des sports de Gabon Télévision. Dans le souci de respecter son calendrier et afin de maintenir la discipline présente dans l'esprit de son public, et ce, au-delà de la modestie des finances, la Fédération gabonaise de boxe a organisé pour l'estuaire et l'intérieur des championnats provinciaux devant permettre de mettre en place les sélections pour Mouila 2014. Conformément à nos statuts et règlements, chaque ligue a le devoir d'organiser son championnat provincial. C'est ce qui se fait au niveau de la ligue de boxe de l'estuaire. Celle-ci organise aujourd'hui un championnat provincial. Donc les ligues connaissent, éprouvent d'énormes difficultés pour fonctionner. Donc nous sommes obligés cependant de récupérer la ligue, comme les statuts nous donnent ce droit-là. Donc c'est ce qui se fait. Les ligues de l'intérieur, j'ai fait également un geste à leur endroit, puisqu'ils ne peuvent pas organiser sans les moyens. Donc j'ai fait un geste, j'ai fait un geste à toutes les ligues. Donc elles se préparent, il y aura un bon championnat national
Et nous sommes des patriotes. Donc nous faisons tout pour que la boxe fasse toujours parler d'elle. La foule a pris d'assaut la salle de boxe du boulevard Bessieux-Libreville pour encourager les pugilistes venus des clubs Essingang, Étoile, Ndolou, Mikamou, Diesel, Phoenix et Missile. La grande attraction était sans nul doute le combat de Tessa Yaya en blanc contre Lendjougou Davi en rouge. Des duels intéressants qui annoncent de belles empoignades à Mouila. Chaque ligue, en principe, devrait présenter 10 boxeurs dans les 10 catégories de 49 kg à plus de 91 kg, c'est-à-dire de mi-mouche à super lourd. Tessa en blanc s'imposera sans mal sur Lendjougou. Cela sous le regard du champion d'Afrique de boxe professionnel Taylor Mabika, venu apprécier aux côtés du bureau fédéral l'évolution des pugilistes gabonais. Pour la fin de cette édition d'information, retenez que derrière le générique fin, eh bien, vous avez rendez-vous avec le ministre de la Santé, le professeur Fidèle Menge Mengwang, pour son allocution circonstancielle liée donc à la célébration demain de la journée mondiale contre le cancer. Avec moi sur ce plateau, c'est Harris qui a assuré le cadre de cette édition d'information, coordonnée des moyens de maître par Chérel Bungota et Paulin Siaki. Il faut dire que toute l'équipe d'antenne dirigée par Pierre-Charles Olago-Vandy se joint à moi. Vous dis merci. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.